Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Al24 News et le tout premier numéro de la semaine de l'échiquier international avec un nouveau thème d'actualité qui sera soumis au débat. On revient dans un instant, restez avec nous. Alors aujourd'hui, pour ce numéro cap sur le Mali, où la population est désormais invitée chaque 14 janvier à célébrer la journée de la souveraineté retrouvée. Alors souveraineté retrouvée, c'est le slogan choisi par les autorités de transition en souvenir des manifestations populaires organisées il y a un an contre les sanctions de la CEDEAO. Depuis, il faut le dire, ces sanctions ont été levées, mais pour Bamako, il est primordial et essentiel de faire de cette date un symbole de l'attachement du Mali à sa souveraineté. Les autorités appellent d'ailleurs tous les Maliens à l'extérieur comme à l'intérieur à rester mobilisés pour la refondation du Mali. Alors depuis le début de cette transition, on va tenter d'en savoir plus sur ce qui a été fait pour instaurer le changement et surtout ce qui reste à faire dans ce sens dans un pays toujours fragilisé, il faut le dire, par l'insécurité entre autres. Pour en parler, nos invités sont Monsieur Massiré Diop, journaliste au quotidien malien L'Indépendant. Il intervient avec nous depuis Bamako. Bonsoir. Bonsoir. On tente toujours de joindre professeur Hamidou Magassa, chercheur universitaire. Il sera avec nous depuis Bamako, et Moustapha Aitmouroub, journaliste spécialiste des questions internationales, qui sera avec nous en ligne depuis Alger. Alors, pour commencer, on va peut-être parler de cette journée de souveraineté retrouvée. Qu'est-ce que cela signifie réellement selon vous? Quel est le message que les autorités souhaitent livrer à travers une telle initiative, Massiré Diop? Voilà, donc c'est une journée qui a été instaurée, qui a été instituée désormais. Un petit souci de connexion. C'était les sanctions de la CEDEAO, je ne sais pas si... On vous entend. Voilà, donc vous vous souvenez bien sûr. Voilà, vous vous souvenez bien sûr des sanctions de la CEDEAO imposées, excusez-moi, allez-y, depuis le 9 janvier 2022. Maintenant, à la suite de ces sanctions, le 14 janvier 2022, les autorités ont appelé à une grande mobilisation de la population pour un peu dénoncer ces sanctions estimées comme des sanctions illégitimes et des sanctions illégales et inhumaines. Parce que vous vous souvenez, ce sont des sanctions individuelles, des sanctions économiques qui ont affecté lourdement un pays déjà fragilisé par de nombreuses contingences. Monsieur Massiré Diop, le message est aussi, je suppose, livré à l'extérieur lorsqu'on sait que la CEDEAO, en prenant cette décision, la situation à l'époque était difficile pour le Mali. Tout à fait. Le message qui était délivré à travers cette mobilisation, c'est justement de montrer que malgré la situation, que le peuple malien est résilient, malgré les nombreux défis, que le peuple malien se tient toujours debout et est prêt à répondre. C'est vrai que tout n'est pas rose, hein, tout n'est pas rose, ça il faut insister là-dessus, mais déjà cette mobilisation permet déjà de montrer que le peuple malien, comme un seul homme, peut se dresser contre l'adversité et contre ce qu'il estime être comme une injustice à son égard. Alors l'objectif était aussi à l'époque resserrer donc l'étau autour des autorités de transition. On peut dire que depuis, le gouvernement parvient à imposer sa stratégie et poursuit sa mission malgré donc les difficultés et les oppositions, les pressions, notamment de certains partenaires étrangers. Tout à fait, tout à fait. Donc, le chronogramme, en tout cas, le programme qui a été tracé dès le début est en train de suivre son cours normal, malgré maintenant quelques retards, malgré quelques problèmes, et malgré également des pressions, hein, malgré des injonctions, malgré souvent des intimidations même. Hein, la transition est en train de suivre son cours normal avec un chronogramme bien établi qui, normalement, devrait aboutir à un transfert du pouvoir aux civils
en mars 2024 à l'issue de la présidentielle. Alors, si on devait justement évaluer donc ces stratégies adoptées par les autorités de transition, comment est perçu donc le travail qui a été accompli jusque-là par le gouvernement, par l'opinion publique au Mali et même par les acteurs politiques? Bon, vous savez, les avis divergent un peu et c'est tout à fait normal dans un contexte dans lequel nous sommes, parce qu'il ne faut pas aussi sous-estimer la crise sécuritaire que le Mali traverse depuis près d'une décennie actuellement. Et face à cette crise, vous avez également d'autres crises qui sont un peu endogènes. Par exemple, le problème de la COVID-19, le problème du conflit russo-ukrainien, tout ça, ce sont des aspects, en tout cas, qui fragilisent un peu, qui ont des répercussions sur la situation du pays. Donc, on ne peut pas dire que tout est rose. Oui. Mais on ne peut pas dire également que tout est négatif, parce qu'il y a quand même des pas assez importants qui ont été franchis, et j'estime que si les choses suivent leur cours, en tout cas leur cours normal, on devrait aboutir à ce transfert du pouvoir que les Maliens attendent. Lorsque vous dites que tout n'est pas rose au Mali, qu'est-ce que cela signifie? Vous parlez du plan sécuritaire et de la situation socio-économique que traverse le pays actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dresser... Oui, nous dresser... Bon, la situation sécuritaire n'est toujours pas maîtrisée. Oui. Vous avez des attaques souvent qui surviennent, et parfois, malheureusement, elles coûtent la vie à des civils et également à des militaires. Vous avez également sur le plan politique, il n'y a pas une certaine cohésion entre la classe politique, qui ont des avis un peu divergents, les politiciens qui ont des avis un peu divergents sur la transition. Et vous avez d'autres situations qui ne sont pas que propres au Mali. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de crise économique, oui, c'est pratiquement le monde entier. Et on connaît exactement les quelques raisons qui ont conduit aujourd'hui à cette crise. Alors pour décrypter encore la situation que traverse actuellement le Mali, on revient justement sur ce sentiment de souveraineté retrouvée avec, on va en parler avec Hamidou Magassa, le professeur, chercheur et universitaire. Il est avec nous depuis Bamako. Bonsoir, professeur Magassa. Bonsoir, Madame Boukari. Alors, on aimerait revenir avec vous sur ce concept de souveraineté retrouvée. Donc, il y a donc un symbole qui a été instauré par le gouvernement de transition. Que pensez-vous? Est-ce que on peut dire qu'actuellement le Mali est devenu souverain? Bon, je crois que c'est encore une bagarre de mots. Il n'y a de souverain que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ma propre conviction sur la terre. Cependant, il nous a concédé à chacun, en tant qu'homme, une partie de cette souveraineté. Oui. Que l'on peut perdre, que l'on peut gagner et qu'on peut également être capable de garder. Quelque part, effectivement, il y a eu un résultat de ce qu'on entend par la souveraineté retrouvée, c'est-à-dire que l'évacuation des bases militaires françaises du Mali. Oui. Évidemment, c'est un acte de souveraineté qui est évident pour tout le monde. Mais le problème, simplement, c'est de comprendre pourquoi on a perdu cette souveraineté, pourquoi on la retrouve, et la question beaucoup plus essentielle, comment la garder? Oui. Comment garder cette souveraineté et comment être capable de la gérer, comment être capable de lui donner une communication transparente. Oui. Et c'est moi, je me projette surtout par rapport à l'avenir. Et vraiment, j'ai le sentiment que ceux à qui le Seigneur a confié le destin du Mali aujourd'hui, oui, ils peuvent être de bonne foi, mais la bonne foi ne fait pas la politique. La bonne foi ne fait pas la guerre. Et la politique se fait avec la société. Oui. Elle se fait avec l'État. Il y a un problème qui est extrêmement fondamental partout en Afrique. Il y a un divorce profond entre l'État et les sociétés. Il y a presque une dizaine d'années, nous sommes dans un conflit qu'on estime être communautaire, donc un problème de société.
Et les problèmes de société se règlent avec les personnes concernées. Que quand on nous dit les Touaregs qui sont nos berbères ici, et les Dogons, ils ont des relations de parenté. Oui. C'est des cousins. Donc, c'est une société qui, pendant 900 ans, a tissé des liens. Nous avons fait 900 ans sans discontinuité de formation étatique impériale. La rencontre avec la colonisation française a effectivement mis en cause ce processus pour les raisons qui intéressent la France, bien entendu. Et nous sommes dans le post-colonial. Oui. Alors, quand on dit dans le post-colonial que j'ai retrouvé ma souveraineté, bon, moi, je me pose une question. Le jour où on fera un État qui est l'émanation de la société, parce que c'est la société qui fait l'État, l'État ne tombe pas du ciel. Alors, et on a un modèle d'État qui ne marche pas. Justement, ni au Mali, comment le régler? Si on devait, professeur, évaluer donc le travail qui est fait par le gouvernement de transition qui est actuellement au pouvoir et qui doit justement faire, si vous voulez, concrétiser ce processus politique actuellement au Mali, comment évaluer donc le travail qui a été fait jusque-là, si on devait en parler? Bon, on peut en parler. Il y a de bonnes intentions. Il y a une agence pour les élections. Nous sommes dans les années électorales. On est dans le starting block pour l'élection du président de la République dans un an. Et il y a un certain nombre de mécanismes classiques qui ont été mis en place. Mais je crois que la crise du Mali, la crise du Sahel est beaucoup plus profonde pour moi que ce ping-pong entre le militaire et le civil. Ce ping-pong entre les coups d'État qui n'en finissent pas et des élections contesté. Alors, le problème est beaucoup plus pour moi, je suis anthropologue, je m'intéresse à l'homme. Qu'est-ce que les mécanismes traditionnels qu'on a et qui font qu'on existe? Dieu merci, il y a une paix au Mali, même s'il y a une guerre, et même si le combat sur la sécurité n'est pas du tout gagné. Oui. Sur tout le territoire du Mali, personne ne peut dire qu'il est en sécurité. Et total, je veux dire, d'une certaine manière. Donc, le problème, simplement, c'est une question de fond. Et une question de fond se traite quand on parle aux gens. Oui. Quand on a interrogé sa société. Pas les grandes messes là, assises nationales, conférences nationales. Quelque part, ça, pour moi, c'est du folklore politique. Oui. Ça ne règle rien. Je n'y crois pas. Oui. Ce à quoi je crois, c'est être capable de créer un dialogue intercommunautaire à partir des maillages traditionnels qui existent dans nos sociétés. Oui. Comme je viens de le dire, les Dogons, c'est les cousins des Touaregs. Oui. Pourtant, c'est deux systèmes de production complètement différents, autant nomades étant sédentaires. Donc, tant qu'on ne construit pas ce genre de choses, on est dans des histoires depuis 60 ans, ça ne marche pas. Oui. L'État ne correspond pas à la société et la société ne correspond pas à l'État. Pourtant, nous avons une expérience précédente. Alors, moi, je ne suis pas dans les rattrapages. Le modèle qu'on a ne marche pas. On va faire des élections, mais que Dieu assiste celui qui va être élu. En tout cas, moi, si j'ai conseillé à quelqu'un, un civil, je le regarde deux fois. Qui va être le prochain président du Mali l'année prochaine? Alors, ce processus, professeur, on est dans le superficiel, et le superficiel a toujours des conséquences, on paye. Oui. La politique est impitoyable. La vie est difficile. Si vous jouez avec du pays, ce pays est un pays quelque part très volcanique. Les Maliens sont des guerriers, oui. Tous, autant qu'ils sont. Donc, tant qu'on ne pose pas les problèmes à la base pour remonter et qu'on fait du saupoudrage sécuritaire, français, russe, je sais, ce n'est pas le problème. Oui. Le problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui ne sommes pas bien et c'est à nous-mêmes de pouvoir traiter nos problèmes. C'est la souveraineté de soi. En Bamana, on dit Yéredon, connais-toi toi-même, be yourself. Connais-toi toi-même, sois toi-même. Ce n'est pas une histoire d'être un Russe ou d'être un Américain ou d'être un Français. Mais quel est le combat qu'on fait pour être soi-même et comme on a pu être dans le passé et pour faire un État? Pas avec le modèle qu'on nous vend là. On nous vend les élections comme on nous vend des cacahuètes. Donc, on nous vend des armes comme on nous vend autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ce dilemme qui dure depuis bientôt 2 décennies?
Alors justement, Voilà, on aimerait comprendre ce que veulent actuellement les Maliens. Donc le professeur nous a dressé donc un tableau de la situation actuelle au Mali. Massiré Diop, si on devait parler de la refondation du Mali actuellement, quelles sont quelles sont les aspirations du peuple malien actuellement? Les aspirations du peuple malien, c'est le bien-être. Moi, je pense qu'il faut pas amener le débat plus loin. D'accord, c'est bien beau de dire qu'on veut refonder le pays, mais le pays n'a jamais changé, hein. Le pays est toujours comme il est. Peut-être que ce sont les hommes qui ont parfois des déviances et qui font que des erreurs surviennent. Donc, c'est surtout dans ce côté qu'il faut voir le problème. Est-ce que nous appliquons scrupuleusement les textes pour lesquels nous nous sommes entendus de les mettre en place? Est-ce que nous avons l'intégrité qu'il faut pour pouvoir un peu changer les conditions de vie des Maliens? Est-ce que nous avons la volonté? La volonté, certes, seule ne suffit pas, mais elle est essentielle. Et quand il n'y a pas de volonté, tout le travail qu'on mène n'ira nulle part. Donc moi, je crois que le premier aspect de cette refondation doit d'abord concerner l'homme malien en lui-même, qu'il a besoin d'être refondé, qu'il a besoin d'être ancré beaucoup plus dans ses valeurs traditionnelles et ancestrales, et les choses vraiment iront mieux. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu toujours donc un problème de gouvernance, n'est-ce pas, Massiré Diop, au Mali? Non, on n'en disconvient pas. Mais les problèmes de gouvernance, c'est surtout les hommes. Ce ne sont pas les textes, encore moins les institutions parfois qui sont mises en place. Les institutions sont très bonnes, les idées sont très bonnes, mais vous avez un problème d'hommes. Vous avez un problème. C'est pas un problème de ressources. Les ressources, nous en avons, mais surtout les gens que nous mettons devant, est-ce que réellement ils ont la volonté de les mettre en œuvre? Et au cas où ils ne les mettent pas en œuvre, qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit ainsi? Aujourd'hui, c'est ça véritablement le problème que nous sommes confrontés. Donc la mauvaise gouvernance et d'autres pratiques qui sont mauvaises et néfastes, vous retrouverez toujours l'homme au centre de ses préoccupations. Professeur Magassa, sur le mode de gouvernance actuellement au Mali, quelle est votre lecture? Bon, ma lecture est très simple, hein. Effectivement, l'interlocuteur vous dit que c'est un problème d'homme. Effectivement, c'est un problème d'homme. Ce n'est pas un problème de texte pour moi. Les textes en français, dans un pays qui ne parle pas français, ne passent pas, quelle que soit la magie qu'on met derrière. Les institutions qui ne sont pas les institutions propres aux populations, ça ne passe pas. On l'a vu avec les communes, il y a 703 communes. Vous savez, au Mali, il y a au moins 11 000 villages qui existent permanemment, qui ont un modèle de gouvernance irréprochable quelque part, même s'il y a une tendance vraiment au délitement. Donc, il y a un fond institutionnel, traditionnel qui est là, que la colonisation et la post-colonisation n'a jamais traité de manière suffisante. Donc, si on veut aller à l'homme, il faut aller à l'homme là où il se trouve. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les faux djihadistes là, de Al-Qaïda, Iyad, je ne sais pas, Koufa, c'est ce terrain qu'ils occupent. Oui. L'État n'a pas de capacité, par son modèle en termes de ressources, par son modèle intellectuel, par son modèle institutionnel, d'être implanté dans ces points de peuplement. Et c'est ça le combat. Un État, je dirais très bien Max Weber, c'est le monopole de la violence légitime sur un territoire. Quand un État ne contrôle pas un territoire, quand un chef de famille ne contrôle pas le territoire, les quelques mètres carrés qu'il a, il n'a pas de pouvoir. Le problème, c'est ça. Et donc, comment avoir le pouvoir si on n'a pas l'homme? Et avoir l'homme, c'est quoi? Avoir l'homme, c'est savoir ta moralité publique. La moralité publique, c'est ce qui fait la gouvernance. Et de ce qui est licite et ce qui est illicite. Quand on a évacué cette moralité publique, en disant on est dans la laïcité à la française, une bêtise qui appartient à l'histoire française, oui. Une république qui dit laïque. Qu'est-ce que ça veut dire cette laïcité? Quand on proclame par ailleurs qu'on est 95% de musulmans. Dans un pays comme le Mali, oui, à majorité musulmane, absolument. Allez-y. C'est ce que je dis, à 95%.
Les 900 ans d'empire qui ont été faits sur la base de l'islam. Arrêtons-nous de nous mentir, quoi. Oui. Et alors, porter des mots qui ne veulent rien dire. La laïcité ne veut rien dire au Mali. Ça ne passe pas. Deuxièmement, donc c'est un problème de moralité publique, comme vous me posez le problème de la gouvernance. Donc, quel est l'homme? À quoi est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a peur du Dieu ou est-ce qu'il a peur du diable? On règle ça. Deuxième chose, le problème du Mali, c'est l'éducation. On n'a pas d'école. C'est nul. Je vous l'ai dit, je suis prof. Oui. D'enseignement supérieur. C'est nul. Le modèle d'école qu'on a ne passe pas. Il produit des chômeurs. Il ne répond pas à l'attente de la société. Alors, on règle ça. Troisième chose, problème de gouvernance interne, c'est l'accès aux ressources. Tout homme veut aller à la mare, comme les animaux. Tout homme veut un confort de vie. Il n'y a pas d'accès aux ressources. Oui. Où les ressources sont complètement phagocytées par des forces extérieures. Tout Malien est un Malien de l'extérieur en étant à l'intérieur. Oui. Parce que si tu t'en tiens aux Maliens... Et le problème de fond, c'est qu'on n'a pas mis en valeur notre mise en commun en tant qu'homme. On est solidaire comme ça, de manière superficielle, mais tant qu'il s'agit de produire ensemble, d'avoir de la valeur ajoutée ensemble. J'ai fait le secteur public, j'ai fait le secteur privé, mais c'est la catastrophe. Oui. Il est impossible que deux Maliens se mettent ensemble pour produire des valeurs si Dieu ne nous assiste pas. Donc c'est ça le problème d'hommes. Il nous reste on ne peut pas pratiquement... parler des hommes comme ça. On parle des hommes à partir de leur croyance, à partir de leur éducation et à partir de leur accès aux ressources. Alors, il nous reste pratiquement 3 minutes avant la fin de l'émission. On revient à l'essentiel. Vous aviez évoqué donc la réconciliation, l'importance de la réconciliation. Eh bien, ce processus a été enclenché via la signature de l'accord d'Alger. J'aimerais revenir justement sur ce concept. Toujours avec vous, professeur Magassa. Donc, il y a eu récemment la visite du ministre algérien des Affaires étrangères, Lamtala Mamra, à Bamako. Donc il y a actuellement un souci où l'accord d'Alger n'est pas tout à fait respecté. Qu'en pensez-vous sur justement ce concept, le fait qu'il y a un accord autour duquel toutes les parties sont réunies? Bon, moi j'en viens au problème. Le problème des accords qui font des accords. Vous savez, la construction d'un accord, quand elle n'est pas endogénisée, quand elle n'est pas construite de l'intérieur et qu'on la place de l'extérieur, que ce soit à New York, que ce soit à Alger, que ce soit à Paris, attendez-vous à des désaccords. Ça, c'est humain. Vous n'allez pas dans ma famille me dire, vous venez de l'extérieur, comment je dois m'entendre avec mon voisin. Ça ne marche pas. Il y a quand même des efforts pour réunir. Il y a un désaccord sur l'accord d'Alger. Et de manière populaire, les gens, quelque part, n'y adhèrent pas. Ils n'y adhèrent pas par rapport à une communauté ou à une autre, mais sa construction s'est faite à un moment de très haute faiblesse de l'État malien en 2015. Maintenant que l'État dit être monté en puissance, il me semble extrêmement important de faire un travail d'endogénisation de cet accord-là pour que ce soit un accord que les Maliens vivent en tant que Maliens. Rapidement, on va donner le dernier mot à Massiré Diop sur ce point, sur l'accord d'Alger actuellement. Massiré Diop, pour finir, pour conclure. Voilà, vous savez, le problème de l'accord, on peut passer des années à en parler, mais le problème ne sera pas résolu tant que les Maliens eux-mêmes ne se sont pas appropriés cet accord-là. Parce que c'est vrai que ça a été signé dans un contexte assez particulier, mais même après la signature, les gens ont toujours cru que c'était un accord qui a été imposé. Donc, vous savez un peu l'homme, comment il est de nature un peu rebelle, donc il n'acceptera pas il n'acceptera pas qu'on lui impose quelque chose. Oui. Donc, un effort n'a pas été fait sur le plan de la communication, sur le plan de l'appropriation de l'accord. On a toujours considéré que c'est un accord d'Alger, que c'est un accord signé de l'extérieur. C'est vrai que ça a réussi à réunir les principaux leaders, mais en bas, il y a eu toujours la problématique des dividendes de l'accord. Jusqu'à présent, qu'est-ce que l'accord, malgré pratiquement 8 ans de mise en œuvre, qu'est-ce que l'accord a réellement produit? Les gens ont vu que la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer. Les gens ont vu que le malaise est de plus en plus profond. Donc, il faut interroger... Parce que, justement, cet accord n'est peut-être pas respecté.
Oui, il y a ce problème, mais l'accord ne peut pas être respecté tant que d'abord les gens n'ont pas compris. Parce que qui sont les véritables acteurs de cet accord? Ce ne sont pas ceux qui ont signé cet accord-là, mais ils l'appliquent, ils l'ont signé au nom des autres. Et si ces autres ne sont pas convaincus, et si ces autres n'ont pas vu vraiment les fruits que la mise en œuvre de cet accord a produit, mais le problème va demeurer tel. On espère que les choses vont se rétablir. En tout cas, merci à mes deux invités, professeur Hamidou Magassa et le journaliste Massiré Diop, d'être intervenus depuis Bamako pour donner leur contribution sur ce sujet. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.